Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns. Ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Depuis quelques années, les médias ont mis en avant des études qui postulent que les anciens Européens étaient noirs et que la peau blanche serait arrivée il y a seulement 8000 ans en Europe. La plus connue de ces études est celle de l'homme de Cheddar, un squelette trouvé en Angleterre qui aurait vécu il y a environ 10 000 ans et qui a été mondialement présenté comme la preuve que les Européens étaient noirs durant la préhistoire. Nous allons démontrer dans cette vidéo pourquoi cette étude est complètement fausse et pourquoi les résultats génétiques ont été complètement manipulés. Premièrement, nous allons aborder l'allogroupe de l'homme de Cheddar pour comprendre d'où il vient. Un fait marquant est que l'ADN mitochondrial de l'homme de Cheddar appartient déjà à l'allogroupe U5B1. Alors bien que l'allogroupe ne définit pas clairement la pigmentation de la peau, cela reste un indicateur qui nous permet de le comparer avec les populations modernes. Donc U5B1 est un allogroupe originaire d'Europe. Plus de 80% de l'ADN mitochondrial du mésolithique européen testé à ce jour appartenait à différents sous-clades de U5 et des sépultures porteuses de l'allogroupe U5B1 de l'homme de Cheddar ont également été trouvées en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en France. D'ailleurs, les Européens de l'Ouest actuels ont considérablement plus de U5 que de U5A et les Basques possèdent presque exclusivement des lignées U5B. Environ 11% des Européens appartiennent à l'allogroupe U5. L'allogroupe U5 et ses sous-clades U5A et U5B forment les plus fortes concentrations de population nordique chez les Finlandais et les Estoniens, mais ils sont également largement répandus dans toute l'Europe. L'argumentaire principal visant à faire croire que l'homme de Cheddar avait la peau noire serait l'absence des gènes SLC24A5 et SLC45A2 qui sont caractéristiques d'une peau blanche. Ces éléments sont également repris par d'autres articles qui parlent du fait que la peau blanche ne serait arrivée en Europe qu'il y a 8000 ans. Ce qui nous vient à une question fondamentale. Avons-nous réellement besoin des gènes SLC24A5 et SLC45A2 pour avoir une peau blanche? Les anciens Basques, les Hongrois, les Finnois, les Sibériens et même les Aïnous par exemple ne possèdent pas les gènes SLC24A5 et SLC45A2 et pourtant ils ne sont pas noirs mais ont bel et bien une peau blanche. Mais alors d'où vient cette confusion? Il est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel des populations blanches ont quasiment toutes hérité des gènes SLC au fur et à mesure des interactions et des mélanges entre Européens, mais cela ne veut absolument pas dire qu'ils sont nécessaires pour avoir une peau blanche. À l'origine, une population européenne parmi d'autres devait être détentrice de ce gène spécifique et a réussi au gré des mélanges à le transmettre à l'ensemble des peuples européens, sauf à quelques peuples plus isolés des autres comme par exemple les Basques ou les Hongrois. À l'origine, il y avait plein de populations européennes qui n'avaient pas ces gènes-là, mais qui étaient tout à fait blanches, via d'autres gènes, exactement comme les Basques aujourd'hui. Une pomme est un fruit, mais un fruit n'est pas forcément une pomme, et ce n'est pas parce que la majorité des populations blanches possèdent maintenant des gènes SLC qu'il est nécessaire de les avoir pour être blancs. C'est un paralogisme.
C'est simplement que les gènes SLC se sont imposés et ont remplacé d'autres gènes qui avaient déjà des caractéristiques similaires. Et c'est ce qui explique le fait que l'on trouve des populations européennes anciennes qui n'ont pas ce gène. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont noirs. D'ailleurs, les Japonais, au même titre que certains Blancs, ne sont pas détenteurs des gènes SLC. Sont-ils noirs pour autant ? Absolument pas. Cela fait des années que les généticiens tentent de déceler l'origine de nos caractères à travers les gènes, mais lorsque nous explorons profondément les mécanismes génétiques, par exemple ceux de la pigmentation de la peau, la situation est bien plus complexe que ce que les gènes SLC24A5 et SLC45A2 pourraient laisser croire. L'histoire évolutive de l'humanité a conduit à une variabilité considérable dans les mécanismes de la pigmentation de la peau. En gros, il existerait une très grande variété dans nos gènes qui permettent d'avoir tel ou tel caractère, ce qui fait qu'on ne peut pas juger de l'apparence d'un individu seulement à la présence ou à l'absence de quelques gènes spécifiques. Voici ce qu'a dit Brenna N, généticienne et chercheuse au département d'anthropologie du génome à l'université de Californie, dans la revue Cell. Les gènes connus de la pigmentation de la peau, découverts principalement dans les populations d'Asie de l'Est et d'Europe, n'expliquent pas la variation de la pigmentation de la peau. L'idée qu'il n'existe qu'une dizaine de gènes sous-jacents à la pigmentation de la peau n'est pas correcte. Il semble désormais probable que de nombreux autres gènes influencent la couleur de la peau. Nous ne savons pas comment. Si nous sommes encore en train d'apprendre le lien entre les gènes et la peau au sein des populations, nous ne pouvons pas encore prédire la couleur de la peau des hommes préhistoriques. D'où le fait que pour déceler l'identité raciale de quelqu'un, il est nécessaire d'utiliser tous les moyens à notre disposition, pas seulement de se limiter fallacieusement à certains gènes, mais bien d'analyser un maximum de données, telles que l'allogroupe, toutes les séquences de son ADN, la forme du crâne, le squelette ou encore la couleur des cheveux si jamais il s'agit d'une momie. La thèse des hommes noirs européens est d'autant plus ridicule que si on monte en Scandinavie, une étude a trouvé 7 chasseurs-cueilleurs en Suède, vieux de 7700 ans, qui présentaient bel et bien les deux variantes génétiques de peau claire, SLC24A5 et SLC45A2. Ils possédaient même le gène HERC-OCA2 pour les yeux bleus et les cheveux blonds. Ce sont d'ailleurs ces populations qui, en descendant vers le sud, ont transmis le gène SLC à d'autres Européens. Mais comme expliqué précédemment, ces gènes, bien que faisant partie de ceux qui possèdent ces caractères, n'en font pas pour autant une obligation. Mais maintenant, nous allons démontrer en quoi l'étude de l'homme de Cheddar est réellement une énorme escroquerie. Voici l'outil que les chercheurs ont utilisé pour décrypter l'ADN de l'homme de Cheddar. Cet outil, Irisplex, a été élaboré exprès à cette occasion par Susan Walsh de l'Indiana University à Indianapolis. C'est un modèle qui tente de prédire la pigmentation des yeux, des cheveux et de la peau d'une personne uniquement à partir de son ADN. Pour son modèle, Madame Walsh a recueilli les données génétiques de plus de 1400 personnes, principalement originaires d'Europe et des États-Unis, mais aussi d'Afrique et de Papouasie. Lorsqu'on met dans le logiciel l'ADN incomplet de Cheddarman, on obtient ceci. La première chose que vous devriez remarquer est le manque de précision dans les résultats et certaines contradictions. L'individu aurait soit la peau noire, soit une peau brune, mais zéro chance d'avoir une peau brune foncée. C'est bizarre. Ensuite, l'outil nous dit qu'il aurait les cheveux clairs. Bon, il a 70% de chance d'avoir les cheveux bruns, mais quand même plus de 20% de chance d'avoir des cheveux noirs, et très peu de chance d'avoir des cheveux blonds ou roux. Ensuite, pour les yeux, on a d'un côté 20% de chance pour avoir des yeux marrons et 50% pour avoir des yeux bleus. C'est pas précis du tout. Il faudrait savoir, il a les yeux bleus ou les yeux marrons. Le problème avec l'homme de Cheddar est que nous ne pouvons pas comparer les résultats de l'étude avec lui-même, tel qu'il existait de son vivant, puisque par définition, il est mort. Par contre, pour voir si l'outil Irisplex créé par l'université d'Indiana est fiable, on peut mettre nos propres données et voir si la description qui en est faite de notre propre ADN peut correspondre. C'est ainsi qu'un internaute s'est heurté à l'outil avec son propre test ADN fourni par un très bon laboratoire puisqu'il est entièrement séquencé. Son ADN est donc complet comparé à l'homme de Cheddar. L'internaute est purement britannique. Il a la peau très blanche, laiteuse, typiquement anglaise, les cheveux plutôt blonds avec les yeux marrons très foncés. Voici ce que nous obtenons. Selon le même outil qu'ils ont utilisé pour l'homme de Cheddar, il est dit qu'il n'a pas la peau blanche, mais une peau dite brune à 90%
et qu'il a les yeux bleus à 90% de chance, et seulement 0,16 points pour avoir des yeux marrons, alors qu'il a littéralement des yeux marrons très foncés. Les résultats montrent que l'outil utilisé n'est pas du tout fiable, même pour un ADN récent, entièrement séquencé. En comparaison, Brenna N, dans un article où elle dénonce le fait que l'homme de Cheddar aurait la peau noire, elle rappelle « Nous ne pouvons pas accorder une telle confiance à l'analyse de l'ADN. L'ADN de Cheddarman s'est dégradé au cours des 10 000 dernières années. » En fait, son ADN a en définitive aucune valeur, sachant que même sur un ADN complet, on a déjà des erreurs. Le modèle fonctionne avec un système de pourcentage. Moins vous avez d'ADN, et donc plus les gènes incomplets de l'ADN restant auront de l'influence dans le logiciel, ce qui gonflera artificiellement certains traits de caractère en l'absence des autres. En plus de ça, et comme nous le verrons plus tard dans la vidéo, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à déterminer exactement quel gène détermine quelle couleur de peau. Au-delà de ce premier problème, l'outil en question utilise 1423 échantillons d'individus, ce qui est beaucoup trop faible. Cela fait qu'ils utilisent 36 SNP pour déterminer la couleur de peau de l'homme de Cheddar. Ce n'est rien à l'échelle de la génétique humaine. Il existe à l'heure actuelle plus de 120 millions de SNP différents, connus aujourd'hui dans le monde. L'absence de données diversifiées dans le logiciel rend les résultats totalement imprécis. Nous avons décidé d'utiliser d'autres logiciels sur notre internaute pour comparer avec celui de l'université d'Indiana. Voici ce que dit le modèle 23andMe, connu pour être beaucoup plus fiable, puisque ce dernier utilise entre 700 000 à 1 million de SNP. On est donc loin des 36 SNP du logiciel Irisplex d'Indiana. Déjà, on observe 40% de peau très blanche, là où le logiciel utilisé pour l'homme de Cheddar prétendait que notre internaute avait la peau brune à 90%. La différence entre les deux modèles pour un même ADN est gigantesque. C'est tout simplement pas les mêmes résultats. Et pourtant, là encore, bien qu'il soit correct sur la couleur des yeux et de la peau, l'outil reste encore terriblement inexact, comme en témoignent les résultats sur les cheveux, qui lui donnent 50% de chance d'avoir des cheveux foncés et 2% de chance d'avoir des cheveux blonds, alors que notre internaute est blond. Ces modèles génétiques sont littéralement des roulettes russes. D'ailleurs, voici ce que dit Brenna N sur cette étude dans l'article réalisé par New Scientist où elle dénonce l'homme de Cheddar. Même Madame Walsh insiste sur le fait que l'étude ne démontre pas de manière concluante que l'homme de Cheddar avait la peau foncée à noir. Alors pourquoi réaliser des études mensongères reprises par les médias ? Il est intéressant de noter que les SNP tels que ceux associés à la couleur des yeux, par exemple RS 129 138 32, sont mal interprétés. Alors qu'on pensait que les SNP agissaient de la même manière sur l'ensemble des êtres humains, en réalité la variabilité génétique et raciale entre les populations humaines est telle que les mêmes gènes peuvent avoir des effets différents selon les individus et les populations. On parle donc de variations inter-individuelles. Il est donc possible que des gènes similaires n'agissent pas à la même intensité et provoquent donc des caractères différents en fonction des individus. Certaines études suggèrent que la peau blanche des Européens se serait développée en raison des migrations de populations venues du Moyen-Orient et du Caucase il y a environ 8000 ans. Cependant, le fait de détecter un gène chez un individu datant de cette époque à cet endroit ne prouve pas nécessairement que ce caractère est apparu à ce moment précis. C'est à nouveau un paralogisme total. L'idée que la pigmentation claire des Européens serait le produit de telle ou telle population, tantôt du peuple des Yamnaya, tantôt des agriculteurs anatoliens il y a 8000 ans, sont des théories qui n'ont aucun fondement, car nous avons prouvé que ce ne sont pas la présence de quelques gènes précis qui peuvent indiquer l'apparence physique d'un individu. Il existe beaucoup trop de gènes, certains qu'on ne connaît même pas.
En plus de cela, les mutations pour la pigmentation de la peau ou tout autre caractère peuvent se produire de manière indépendante et isolée dans différentes populations humaines, ce qui rend impossible le fait d'établir un processus temporel et linéaire. Par exemple, 142, 66, 54. Ces théories sont tellement ridicules que le principal gène SLC24A5 censé être responsable de la couleur de la peau blanche chez les Européens est en fait également présent depuis des millénaires chez des populations africaines comme les Kwazans qui ont évolué de manière isolée en Afrique du Sud dans un environnement très chaud. Cela montre donc la variabilité d'action que peut avoir un même gène au sein de deux races différentes, et que ce dernier peut survenir de diverses manières dans des groupes séparés géographiquement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe de convergence évolutive. Plusieurs espèces différentes peuvent développer des gènes similaires au cours de leur évolution sans jamais s'être croisées. Le cas du gène SLC24A5, que l'on trouve autant chez les peuples nordiques que chez des Noirs, démontre qu'il n'est pas le grand responsable de la peau blanche, qui du coup n'a rien à voir avec des problématiques liées à la vitamine D, à l'absence du soleil et au climat, vu qu'on observe la présence de ce gène en Europe comme en Afrique. Il existe en Afrique centrale des populations subtropicales et montagneuses avec une très faible exposition au soleil, équivalente à l'Europe et à l'Amérique du Nord, et pourtant ils ont toujours conservé une peau noire. On veut volontairement vous faire croire que la peau blanche a une histoire récente, qu'elle n'est pas liée à votre passé, à vos ancêtres. Votre identité devient facultative, superficielle. Même les médias et certains scientifiques essayent de vous mettre dans le crâne que les yeux bleus ne sont pas réellement bleus, avec tout type de justification abstraite. Les yeux bleus seraient en fait des yeux bruns. Vous êtes en fait tous bruns ou noirs selon les médias. C'est la société et le racisme systémique qui vous feraient croire le contraire. De même que selon ces études, l'apparence des yeux bleus serait récente et née d'une mutation hasardeuse d'un seul individu il y a quelques millénaires. C'est toujours le même principe. On veut vous tromper. Le fait de dire que tous les gens qui ont les yeux bleus partagent le même ancêtre il y a 10 000 ans en mer Noire est un conte de fées, un roman fait pour vous endormir. Une même mutation peut se dérouler sans cesse à divers endroits, à diverses époques, et comme nous l'avons vu, les yeux bleus ne sont pas tributaires d'un seul gène. Les essais réalisés pour tenter de savoir quel gène donne précisément quel caractère sont des échecs. L'étude en question sur les fameux yeux bleus a étudié 800 personnes entre l'Europe et le Caucase. 800 personnes, de l'Europe au Caucase, d'une population uniquement moderne pour tenter d'expliquer l'origine des yeux bleus sur toute l'histoire de l'humanité. Ça fait rire. Affirmer que tous les individus aux yeux bleus descendent d'un seul et même ancêtre ayant vécu près de la mer Noire il y a 10 000 ans est une déformation des données scientifiques. L'idée selon laquelle les yeux bleus descendraient d'une seule mutation apparue dans une région précise repose sur l'étude d'une mutation dans le gène HERC2 qui régule l'expression du gène OCA2, crucial pour la pigmentation des yeux. Mais cela ne signifie pas qu'un seul individu en est à l'origine, ni que cela s'est limité à une région précise comme la mer Noire. Les mutations peuvent survenir indépendamment dans différentes populations. La couleur des yeux bleus résulte d'un spectre génétique et non d'une seule mutation. En plus, certaines populations d'Asie centrale ou d'Asie du Nord peuvent également présenter des yeux clairs, mais ne partagent pas cette mutation spécifique HERC2, ce qui indique qu'elles auraient hérité des yeux bleus d'une autre population disparue, certainement blanche, mais qui n'avait pas le gène HERC, tout comme les Basques ont hérité d'une peau blanche sans les gènes SLC. Car ces gènes clairs, hautement récessifs, ne sont évidemment pas caractéristiques du pôle asiatique, mais hérités de diverses influences européennes. L'idée que cette mutation remonte à 10 000 ans est également contestable. Certes, les restes humains de Motala en Suède, datés environ de 7700 ans que reprennent l'étude, montrent des individus avec des yeux bleus. Cependant, cela ne signifie en rien que la mutation est apparue à cette époque. Elle est bien plus ancienne.
L'argument est du même niveau de dire que les yeux bleus sont apparus en 2025 parce que vous rencontrez quelqu'un qui a les yeux bleus en 2025. C'est d'une absurdité totale. Les ancêtres lointains des peuples blancs étaient déjà blancs. Nous n'avons pas attendu 8000 ans avant notre ère pour avoir tout d'un coup, comme par magie, les yeux bleus et la peau blanche. Ce sont des caractères primordiaux et préhistoriques. En fait, les gènes se structurent et s'organisent au sein des individus avant tout en fonction de la totalité de leur organisme. Un gène unique ne signifie rien, car il a une grande variabilité d'action au sein de l'organisme. Un gène ne permet pas de déceler l'identité biologique et raciale d'un individu, ce qui nous permet de comprendre que la race épouse des milliers d'autres facteurs que la simple présence ou absence de quelques gènes. Les races sont des organismes biologiques complexes qu'il faut traiter dans leur entièreté, et l'histoire des populations anciennes se révèle bien plus riche en variations que ce qu'on veut vous faire croire. Voici d'ailleurs ce que disent certains spécialistes sur la question. L'espoir fondé sur le séquençage de l'ADN comme réponse unique à la question de l'origine repose sur une illusion. L'information que doit prétendument révéler l'ADN ne sera élevée au rang d'une connaissance véritable que lorsque l'ADN sera considéré dans sa relation avec la totalité de l'organisme considéré. La seule connaissance de la séquence d'un gène n'apporte que peu de choses. Le problème est qu'il n'existe tout simplement rien qui puisse être une séquence représentative du génome humain ou d'un génome tout court. Pour cela, le nombre des variations possibles dans la séquence de l'ADN est de loin trop grand dans une population naturelle. Les gènes n'ont pas d'existence réelle. Il n'existe du moins dans les cellules des organismes supérieurs que des parties de gènes que les cellules peuvent utiliser lorsqu'elles veulent construire une protéine. Le gène n'est en aucune manière une molécule existant dans une cellule. Les gènes ne sont pas, ils ne font que devenir. Peu importe la définition que l'on veut donner du gène, il est clair que les modèles à cause unique et unidimensionnels, tels qu'ils furent exigés par le dogme de la biologie moléculaire, ne tiennent plus. Malgré cela, l'idéal s'est maintenu, de vouloir trouver des mécanismes formant la base des processus héréditaires. Or, un gène n'est pas défini seulement par sa structure moléculaire, mais avant tout par sa relation avec son effet sur l'organisme. Ainsi, la génétique ne doit pas être réduite qu'à certaines données isolées, mais doit correspondre à une étude globale de l'organisme d'un individu ou d'un groupe racial, en prenant en compte d'autres données essentielles. Comprendre le monde, comprendre le fonctionnement des choses ne doit jamais se limiter à une analyse précise de quelques gènes. De même qu'il ne faut jamais se limiter à un quelconque réductionnisme, mais toujours essayer de tendre vers une approche holistique et globale des choses. Cette vidéo est un bon exemple pour comprendre comment la non-présence de quelques gènes fallacieusement sélectionnés par certains chercheurs peuvent laisser croire à un tas de mensonges sur l'existence de pseudo-ancêtres noirs en Europe. Cette observation met en lumière la manipulation et la malhonnêteté intellectuelle de certains milieux scientifiques. Ces faits révélés permettent de porter un nouveau regard sur notre passé et de cesser de croire à ce que les médias ou le monde de la recherche nous racontent sous le seul prétexte d'une qualification universitaire. Le monde scientifique est complexe, la science est complexe et les thèses opposées sont nombreuses. C'était Ulfric.